Ce récit de l'agression russe envers la Géorgie est très important pour façonner également le récit occidental sur la guerre actuelle en Ukraine. La guerre de 2008 n'était pas une agression russe simple. S'il y avait une certaine responsabilité du côté occidental et géorgien, du côté de Saakachvili, alors bien sûr, cela pourrait soulever des questions sur le conflit en Ukraine et sur le fait que, vous savez, ce soit réellement un cas d'agression aussi simple que certains en Occident veulent le dire. Donc c'est en fait intéressant. C'est passionnant, ce dont on parle en Géorgie, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Cela ne sera pas bien accueilli en Occident. Bonjour à tous. Ici Pascal des études de neutralité. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir nul autre qu'Alexander Mercouris sur cette chaîne. Je suis accompagné de mon co-animateur sur tout ce qui concerne la Géorgie, Lasha Kassaridze. Je suppose que vous connaissez tous Alexander. Il est l'un des deux grands cerveaux de la chaîne Durand, avec Alex Christoforou. Alexander a également sa propre chaîne sous son propre nom, Alexander Mercouris. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir. If you don't know him, please do check him out. He is one of the best. Il est l'un des meilleurs analystes, vraiment le sommet du sommet en ce qui concerne la politique européenne, la Russie et la guerre en Ukraine. Il donne des interviews quotidiennes et des mises à jour de 90 minutes sur la guerre, ce qui est absolument fantastique. Il parle à la caméra que j'écoute pratiquement tous les jours. Sans blague. Et puis Lasha est un analyste en relations internationales, originaire de Géorgie, mais basé aux États-Unis. Ensemble, nous avons une série sur la guerre imminente en Géorgie. Et c'est ce dont nous voulons parler aujourd'hui avec Alexander. Donc à vous deux, bienvenue. Eh bien, tout d'abord, puis-je simplement dire merci, Pascal, pour vos mots très aimables. Et c'est une joie et un plaisir d'être sur ce programme avec vous et avec Lasha. Très apprécié. Merci Alexander d'être venu. Je sais que vous êtes très occupé et je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de parler de l'insurrection. Nous le faisons. Et commençons tout de suite, car nous avons reçu des nouvelles de Géorgie ces derniers jours. Le cycle de l'actualité s'accélère, et la Géorgie est un pays qui n'est pas souvent dans les nouvelles. Parfois, elle l'est. Et maintenant, cela s'accélère dans Politico et dans ses médias. Nous avons appris il y a 4 ou 5 jours que le leader officieux du parti Rêve géorgien, le grand cerveau et muscle derrière le gouvernement actuel, Bidzina Ivanishvili, a suggéré que la Géorgie devrait peut-être s'excuser auprès de l'Ossétie du Sud pour ce qui s'est passé en 2008. Je veux dire, nous savons que c'était le gouvernement Saakachvili, le gouvernement géorgien, qui a tiré les premiers coups de feu à travers la frontière, tuant des Ossètes du Sud, et même quelques soldats de la paix russe qui étaient là à l'époque, avec un mandat approprié. D'autre part, nous avons appris, il y a seulement quelques heures, que l'UNMML envisage apparemment de suspendre le voyage sans visa dans l'espace Schengen pour les Géorgiens si l'UML juge que les prochaines élections en octobre ne sont pas suffisamment démocratiques. Alexander, que penses-tu de cette nouvelle? Eh bien, commençons par la deuxième d'abord, à propos de cet avertissement de l'Union européenne. Cela s'est produit, bien sûr, avant que l'élection n'ait réellement eu lieu. Donc le faire de cette manière, et encore une fois, ce n'est pas quelque chose dont nous sommes absolument sûrs, mais c'est cohérent avec la façon dont l'UMER se comporte. C'est effectivement un avertissement aux Géorgiens. Votez pour l'opposition, car si vous ne votez pas pour l'opposition, nous pourrions dire, eh bien, nous avons des préoccupations concernant la manière dont l'élection a été menée. Et vous constaterez que le voyage sans visa en Europe, qui est quelque chose que beaucoup de gens en Géorgie, j'en suis sûr, apprécient énormément.
Eh bien, cela pourrait vous être retiré. C'est donc un signal pour les Géorgiens qui devraient voter d'une certaine manière. C'est ainsi que je le verrai. Et étant donné que nous n'avons pas encore eu l'élection, étant donné que nous n'avons aucune raison pour le moment, eh bien, peut-être beaucoup de raisons, mais nous n'avons rien vu se passer dans l'élection qui nous amènerait à penser que la décision que nous allons obtenir sera mauvaise. C'est une chose étonnante à dire avant que l'élection n'ait lieu. Mais l'autre chose, l'autre grande histoire, celle que vous avez mentionnée, est l'excuse à l'Ossétie du Sud. Maintenant, je pense que c'est en fait si, et encore une fois, c'est un grand si, cela se produit. Si le gouvernement actuel est réélu et que nous commençons à avancer dans cette direction vers une réconciliation entre la Géorgie et l'Ossétie du Sud, je pense que cela sera très conséquent, car cela pourrait potentiellement débloquer les principaux problèmes que nous avons dans cette région du Caucase du Sud. Nous avons eu la guerre en 2008, qui a rendu très difficile pour la Géorgie et l'Ossétie du Sud de trouver une voie à suivre. La Géorgie, bien sûr, considère toujours l'Ossétie du Sud comme faisant partie de la Géorgie, tandis que l'Ossétie du Sud se considère comme indépendante. La Russie reconnaît l'Ossétie du Sud comme indépendante. Lorsque la Russie a reconnu l'Ossétie du Sud comme indépendante, il y avait des préoccupations à Moscou que cela pourrait rendre impossible à long terme de reconstruire une relation avec la Géorgie elle-même. On pourrait donc soutenir que cette étape, si elle se produit, commencera à faire évoluer les choses vers une position où une réconciliation générale pourrait effectivement avoir lieu, où la Géorgie, l'Ossétie du Sud et bien sûr, en fin de compte, la Russie pourrait trouver un modus vivendi plus viable que ce que nous avons vu jusqu'à présent. C'est donc le genre de démarche, je dirais, sensée qu'un gouvernement entreprend dans le but de tenter de stabiliser ses relations avec ses voisins proches. Mais bien sûr, cela va être très controversé en Géorgie. Cela va être très controversé en Occident. Inévitablement, cela va être perçu comme un signe supplémentaire que la Géorgie, si ce gouvernement actuel est réélu, s'oriente vers Moscou. Parce que l'autre problème est que tout ce qui concerne ces élections en Géorgie est perçu en Occident spécifiquement, mais pas seulement en Occident, en termes géopolitiques. Ainsi, les Géorgiens peuvent avoir toutes sortes de raisons de voter pour un parti ou un autre. Mais en ce qui concerne le monde, tout tourne autour de la relation de la Géorgie avec la Russie, que la Géorgie prenne un virage pro-russe ou qu'elle reste sur une voie pro-occidentale. Et c'est finalement pourquoi l'Union européenne lance les menaces qu'elle fait et ne veut pas voir le gouvernement actuel réélu. À ce stade, je dois ajouter que je suis d'accord avec tout ce que vous dites. L'Asha est en fait affilié à l'Université d'État de Sukhumi, qui est à l'origine une université d'Ossétie du Sud, bien qu'elle ait déménagé à Tbilissi. L'Asha, pouvez-vous peut-être nous parler un peu de l'ambiance en Géorgie et aussi de ce que vous lisez dans les nouvelles à ce sujet? Peut-être une excuse à l'Ossétie du Sud. Et peut-être pouvez-vous aussi nous dire si vous pensez qu'il est raisonnable de penser que la Géorgie a d'autres intentions que de simplement se rapprocher de la Russie avec une telle démarche. Qu'en pensez-vous? Bien sûr. Tout d'abord, merci Alexander. Oui, absolument. Le tableau que vous venez de décrire, basé sur votre analyse, est ce qui se passe. Et tant pis pour la non-ingérence dans les élections d'un État souverain, n'est-ce pas? Non-ingérence, et puis tant pis pour prétendre qu'il doit être démocratique. Comment ça peut-il être démocratique si vous interférez directement et essayez déjà d'influencer l'opinion publique? Cela me dépasse. Mais Pascal, un commentaire rapide.
Une petite correction que je voulais faire, c'est l'université d'Abkhazie. Donc oui, pas de souci, c'est l'université d'Abkhazie qui était autrefois en Union soviétique, en Abkhazie, et maintenant c'est la branche. Donc oui, il y a encore un autre risque auquel la Géorgie est confrontée. Il y a certainement un danger pour Washington de ne pas reconnaître ces élections. Il y a ce risque. Et si cela se produit, alors nous devons nous demander quelle est la prochaine étape. Mais permettez-moi de revenir sur cette histoire d'excuses. C'est une question de fierté en Géorgie, bien sûr. Et si vous le regardez du point de vue de la droite, une sorte de perspective néoconservatrice, néolibérale, il n'est pas nécessaire de s'excuser auprès des Ossètes du Sud. Et je me demande si, bien que je veux dire, il y ait une part de vérité là-dedans. Je ne veux pas, c'est encore une sorte de saison de campagne. Et vous savez, pendant la campagne, en politique, toutes sortes de choses peuvent être dites et doivent être attendues. Et cela ne peut pas être pris au pied de la lettre. Et je me demande si quelque chose comme cela aurait pu être fait en coulisses, avec une diplomatie de haut niveau, de haute qualité, et qu'une sorte de négociation aurait pu être menée dans cet aspect particulier de l'ensemble du conflit, concernant la manière de gérer la question morale et éthique de ce qui s'est passé. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ce n'est pas un désastre en soi. Il est tout à fait plausible pour tout autre État, je suis sûr qu'il existe des exemples d'autres États, d'exprimer pour des raisons morales et éthiques le désir de s'excuser pour quelque chose qu'ils ont fait. Bien que je ne pense pas personnellement que cela puisse être à l'échelle de ce que l'Allemagne a fait, et je ne veux pas mettre les deux dans la même catégorie, évidemment, je peux voir comment cela pourrait être très controversé politiquement parlant, bien que cela puisse probablement être géré en coulisses avec une diplomatie intelligente. Mais de manière générale, avec la situation actuelle en Géorgie, nous avons vu des efforts incessants depuis le premier jour où le GD a remporté les élections. L'ensemble de l'establishment de Washington et de Bruxelles a essayé de baptiser cette victoire politique comme immédiatement pro-russe. Il y a un gouvernement pro-russe qui vient d'arriver, et même si au début il soutenait les élections, je veux dire le GD depuis 2012, depuis qu'il a vaincu le mouvement national uni, a remporté toutes les élections. Et il faut mentionner que Washington et Bruxelles ont soutenu ces élections, bien que de manière controversée. Mais néanmoins, le GD est le pouvoir politique légitime en Géorgie. Alors la question est, et maintenant? Allons-nous assister à un changement radical en Occident, au point qu'ils pourraient ne même plus reconnaître le gouvernement qu'ils ont reconnu? Et où cela place-t-il la Russie? Je me pose toujours cette question. Où la Russie intervient-elle dans cette équation? Et pensons-nous que la Russie permettra une autre possibilité de révolution de couleur dans le Caucase du Sud, en Géorgie, si cela devait vraiment s'intensifier à ce niveau? Et donc la Russie interviendra-t-elle, pas nécessairement militairement, mais en coulisses, pour sauver ce gouvernement, entre guillemets, si la situation s'aggravait au point où Washington dirait ouvertement « Vous savez, nous n'allons pas reconnaître le gouvernement ». Donc, sans compliquer trop cette hypothétique, je pense que nous devrions en quelque sorte explorer cette possibilité et réfléchir à ce que ce tableau, ce scénario pourrait impliquer à l'avenir. Et Alexandre, nous avons vu des révolutions de couleur un peu partout. Nous en avons vu des réussies. Je veux dire, l'Ukraine a peut-être été la plus dramatique. Cela inclut 100 personnes qui sont mortes. Et nous avons récemment parlé à Ivan Kachanovski, le grand universitaire ukraino-canadien, qui a maintenant publié tout un livre sur comment cela est un coup monté de l'intérieur par les forces pro-Maïdan, les ultra-droitistes.
Et vous savez, cela a conduit à un changement de gouvernement, un changement inconstitutionnel. Nous avons vu des échecs. Je me souviens qu'en 2021, il y a eu un moment au Kazakhstan où quelque chose a failli se produire. Les Russes sont intervenus et c'était fini, et l'Occident n'en a plus jamais parlé. La Géorgie a eu une révolution des roses en 2003, vous savez, mais c'est une situation très fluide quant à savoir s'il s'agissait d'une véritable ingérence extérieure ou non. Croyez-vous que l'Occident ou que certaines forces liées aux ONG essaient encore d'influencer la voie politique de la Géorgie en coulisses? Georgia's political way behind the scenes. Je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute à ce sujet. Je suis sûr qu'ils le sont. En fait, je devrais dire que mon frère visite la Géorgie assez régulièrement et il m'a dit que pour autant qu'il soit concerné, certainement à Tbilissi, qui est bien sûr la capitale, on peut clairement voir une certaine tentative de mobiliser une sorte de révolution de couleur, ou du moins un sentiment anti-gouvernemental en prévision de l'élection. Essentiellement pour préparer le terrain à contester l'élection si le gouvernement actuel gagne. Voici quelques points que j'aimerais aborder. Tout d'abord, le GD est au pouvoir en Géorgie depuis 12 ans. Maintenant, Lacho peut peut-être me dire si c'est correct ou non, mais cela a été un gouvernement très stable en termes géorgiens depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Nous avons connu beaucoup de volatilité en Géorgie. Puis ce gouvernement s'est établi en 2012. Il a gouverné le pays depuis lors. Il a fourni un certain degré de stabilité et je pense un certain progrès économique également. Et je me demande si la plupart des Géorgiens qui ont dû s'habituer et peut-être dans une certaine mesure apprécier, comme la plupart des Géorgiens, pas tous les Géorgiens, apprécier cette stabilité, s'ils vont être particulièrement accueillants envers les tentatives de changer cela par des élections contestées et des manifestations, et de revenir au type de politique que nous voyions avant 2012. C'est une chose que je voulais dire, mais la tentative va être faite et nous devons toujours être clairs. Évidemment, il y a des gens en dehors de la Géorgie, en Occident, qui veulent voir ces choses se produire. Mais il y a aussi des gens en Géorgie qui veulent qu'elles se produisent. Ils auront des griefs. Certains de ces griefs sont réels. Les gens seront insatisfaits. Il y a sans aucun doute des choses qui ne vont pas en Géorgie même. Le grand problème avec l'ingérence extérieure dans une situation politique dans un pays est qu'elle rend le développement adéquat de la politique dans ce pays extrêmement difficile. Parce qu'au lieu que les gens puissent sortir et voter pour des partis qu'ils soutiennent, parce qu'ils aiment leur programme particulier, et parce qu'ils ont des préoccupations concernant le gouvernement actuel, tout est maintenant façonné par ce tir à la corde externe qui est imposé aux pays de l'extérieur. Et je pense que, encore une fois, étant donné que la dernière fois qu'une révolution de couleur a eu lieu, elle a culminé dans une guerre désastreuse, je me demande si ce facteur, encore une fois, va jouer en faveur du gouvernement actuel. Il a apporté de la stabilité, il a apporté une certaine prospérité économique, il a également apporté un certain degré de sécurité et de paix. Et les gens peuvent craindre de ne pas avoir cela s'il y a une autre révolution de couleur à nouveau. Lasha, is that perception right? Eh bien, je dis que c'est cette perception, n'est-ce pas? Oui, juste avec ce point, si tu te souviens, Pascal, c'était quand nous avons fait un autre enregistrement pendant que j'étais à Tbilissi. J'y suis resté 2 mois. Je suis rentré il y a environ 3 semaines ou moins. Quel était le premier point que j'ai soulevé, si tu te souviens, sur la façon dont il était évident qu'il y avait de la stabilité? Avant ma dernière visite, j'y étais avant le Covid, et j'avais pas eu ce sentiment. Il y a donc eu un changement assez significatif. Et tu sais, à ma surprise, la façon dont j'analysais en quelque sorte la réalité sociale autour de moi au quotidien,
Les gens étaient plus calmes et la société était plus calme. Ils avaient cette sorte de sentiment collectif que le pays n'était pas constamment au bord d'un conflit, qu'il soit interne, régional, externe ou quelque chose qui leur était imposé. Et ce sentiment était absent. Et c'était, vous savez, à ma grande surprise, palpable. Vous pouviez sortir et rester dehors aussi tard que vous le vouliez et ressentir ce sentiment de sécurité. Et les gens étaient simplement plus calmes, évidemment. Maintenant, je dirais aussi ceci. Cela reste un pays pauvre et il y a beaucoup de problèmes, même s'il y a eu une croissance économique. Je ne suis pas économiste, mais il y a quelques faits pour le soutenir. L'industrie agricole, cette fameuse ou infâme industrie agricole, que les gouvernements précédents ont transformé en cette sorte de fait économique néolibéral profond, a fait en sorte que la Géorgie n'était pas censée être ce pays agricole. C'était censé être industrialisé. Et vous avez entendu des choses, vous savez, de M. Friedman, la philosophie économique de Milton Friedman, à Margaret Thatcher, jusqu'à faire construire une petite statue pour Ronald Reagan. Donc vous aviez cette sorte de religion économique néolibérale importée en Géorgie et répandue dans toute la société, où tout était vendu, tous ces actifs économiques stratégiques que la Géorgie possédait, de retour à la Russie, au grantin et à la stupéfaction même des gens à Washington. Et tout cela a été fait sous la bannière de, vous savez, regardez, nous privatisons tout, et pourquoi devrait-il y avoir une bureaucratie gouvernementale? Et donc le libertarianisme était le grand mot, et Ayn Rand était prôné dans tous les aspects du système éducatif. Alors vous savez, c'était essentiellement de la folie. C'était, je ne sais pas comment l'appeler, une thérapie de choc. Je ne sais pas ce que c'était. C'était juste une tentative flagrante de lavage de cerveau, de réinventer le nouveau géorgien. Vraiment. Et aujourd'hui, ce gouvernement, vous savez, doit recevoir du crédit là où il le mérite parce qu'il a réussi à hériter de la Géorgie de Saakachvili. Et je le mentionne toujours, la Géorgie de Saakachvili. Le régime a mis en œuvre des réformes sérieuses, des réformes très nécessaires. Mais ensuite, disons, après 2005-2006, il a vraiment perdu la tête. Et il a simplement transformé le pays en son propre donjon de torture personnelle, tout en étant appelé, vous savez, le phare de la liberté. Nous nous souvenons tous de la visite de Bush à Tbilissi. Je pense que c'était en 2005. Et là, je me souviens constamment de ce qu'il a dit lorsqu'il a comparé les vents de liberté qui soufflaient d'Irak à la Géorgie. Donc toute l'obsession pour l'Irak devait évidemment être justifiée, et cette justification était la Géorgie. Et tout ce que Saakachvili a fait, le bon, le mauvais et le laid, a été présenté essentiellement à Washington, et cela s'est arrêté au mur du département d'État, sans jamais atteindre la Maison-Blanche. Parce que vous savez, George W. Bush méprisait Poutine, et Misha, comme on l'appelait, était en gros son chouchou. Et il y a maintenant beaucoup de littérature à ce sujet qui prouve en fait cette dynamique de leur relation, et c'est ouvertement discuté et disponible. Et c'est ainsi que le régime de Saakachvili a duré de 2003 à 2012. Et ce que nous voyons maintenant, c'est essentiellement un découplage des réalités régionales, de toute la rhétorique, la propagande et les récits qui ont été façonnés par le concert néoconservateur et néolibéral à Washington. Cela ne s'est pas produit seulement en Géorgie, mais dans le monde entier. Il y a donc ce découplage qui se produit, où la réalité montre son visage hideux, ce qui signifie que la Géorgie doit en quelque sorte revenir à la géopolitique régionale et à la réalité régionale. Il n'y a vraiment pas d'autre choix. Et je pense que derrière cette vague d'hystérie, je ne sais pas quel autre mot utiliser, qui émane des capitales occidentales,
Il n'y a pas grand-chose sur quoi les Occidentaux peuvent compter, je pense, pour les gens à Washington. La politique étrangère à Washington, ceux qui regardent réellement la Géorgie. Alors vous savez, je pense que c'est une situation très particulière où la vérité est revenue. La Géorgie doit développer ce genre de politique étrangère introspective qui se concentre sur son voisinage juste pour survivre en tant qu'État. Et puis nous avons ce récit obsessionnel qui parle continuellement de valeurs, comme si la Géorgie devait apprendre qu'il y a une sorte d'absence fondamentale de valeurs occidentales en Géorgie. D'une manière ou d'une autre, en les leur imposant, cela en ferait une meilleure société, ce dont les Géorgiens n'ont pas vraiment besoin. C'est donc un processus très illogique dans lequel, à mon avis, l'Occident se trouve dans la région. Et c'est vous qui avez dit un jour que personne n'a besoin d'apprendre aux Géorgiens à ne pas aimer les Russes, parce que la Géorgie a encore de mauvais souvenirs, n'est-ce pas? Et d'un autre côté, cependant, Alexander, vous savez, ce que nous comprenons bien maintenant, je crois, c'est que nous devons différencier entre la rhétorique de propagande et les véritables convictions politiques que les élites ont, surtout en Occident, n'est-ce pas? Où voyez-vous ces objectifs politiques? Parce que présenter la Géorgie et les récentes lois sur les ONG comme pro-russes est vraiment stupide dans le contexte de la Géorgie. Mais pensez-vous que les responsables de la politique, surtout dans l'UPMO, qui est en quelque sorte le principal partenaire commercial et bloc là-bas, croient-ils cela? Ou est-ce juste de la rhétorique pour soutenir le projet néoconservateur des États-Unis de, vous savez, peut-être ouvrir un deuxième front si tout se passe bien? C'est bien sûr une excellente question. Mon point de vue personnel est que quand cela les arrange, ils y croient. Mais en même temps, il y a là un profond cynisme, dans le sens où ils croient vraiment que si quelqu'un n'est pas complètement avec eux, si la Géorgie ne se dirige pas directement vers ce qu'ils appelleraient l'Europe, et bien sûr, ces gens croient fermement que faire partie de l'Europe, être en Occident, est ce à quoi tout le monde qui n'est pas russe devrait aspirer. Donc, je veux dire, ils croient sincèrement que c'est dans l'intérêt de la Géorgie et des Géorgiens. Bien sûr, ils considèrent également que c'est dans leur propre intérêt, parce qu'ils se sont convaincus que l'affaiblissement de la Russie rend d'une certaine manière l'Europe plus forte et meilleure. Il y a donc un cynisme, car lorsqu'ils se plaignent de la loi sur les ONG, ils savent parfaitement que ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est qu'ils souhaitent que des personnes d'ONG pro-occidentales puissent s'organiser et manifester en Géorgie pour essayer d'orienter la politique de la Géorgie dans une direction plus pro-occidentale. Il y a donc cette vision géopolitique cynique. Mais il y a aussi la vision idéaliste, dans le sens où cela est en quelque sorte pour le mieux et pour le bénéfice de la Géorgie. Donc si nous avons une révolution de couleur qui amène un gouvernement pro-occidental au pouvoir, c'est bien pour la Géorgie. C'est en quelque sorte une expression appropriée de la démocratie, même si ce gouvernement particulier arrive au pouvoir par une révolution de couleur. Et peut-être que la plupart des Géorgiens ne sont pas d'accord avec cela ou ne veulent pas le voir arriver. Et votre opposition à des choses comme les lois sur les ONG, qui est bien sûr quelque chose que vous appliquez vous-même. Nous avons des choses similaires dans de nombreux pays occidentaux. Je veux dire, les États-Unis, bien sûr, en ont une. Mais, vous savez, la raison pour laquelle nous nous opposons à eux, la raison pour laquelle nous les voyons comme antidémocratiques lorsqu'ils existent en Géorgie, c'est parce que, de notre point de vue, ils empêchent cette inclinaison vers l'Ouest, qui est par définition une inclinaison en faveur de la démocratie.
C'est donc une sorte de toile complexe de réflexion. C'est à la fois une sorte d'idéalisme sincère, mais avec un cynisme également. Si vous rencontrez ces personnes, et je l'ai fait d'ailleurs, je les rencontrais assez régulièrement à l'époque où mon père allait régulièrement à l'UR Palmer, vous réalisez qu'elles sont à la fois très conscientes de ce qu'elles font, mais elles croient aussi généralement en la justesse de ce qu'elles font. C'est la fin qui justifie les moyens d'une certaine manière. Oui, c'est pourquoi la Géorgie doit faire attention à ce qu'un chemin vers l'enfer ne soit pas pavé de bonnes intentions, n'est-ce pas? Parce que la Géorgie a déjà sombré vers la guerre, n'est-ce pas? En 2008, c'était un moment décisif. Et peut-être, l'achat, cette guerre de 2008, est-elle encore un facteur important pour l'électorat dans la prise de décision? Parce que nous le cadrons en ce moment. Et par nous, j'entends surtout ce programme, et aussi tout l'Occident, en termes géopolitiques, comme si cela allait être une élection sur la Russie ou l'Europe. Mais pour les Géorgiens eux-mêmes, la politique internationale est-elle un facteur aussi important dans ce qui va se passer à la fin octobre? Donc, à l'échelle mondiale, en politique internationale, la Géorgie a été du côté récepteur de la politique internationale, si c'est ce que vous voulez dire. L'interprétation de la Géorgie, de ce que l'Occident pense de la Géorgie, a été en quelque sorte divisée entre ces parties en conflit. Il n'y a pas d'analyse objective en Géorgie de ce que les gens disent. Certains disent, eh bien, Trump va gagner et nous allons devenir en sécurité. D'autres disent, vous savez, Kamala Harris et l'État profond derrière Kamala, évidemment, seront une meilleure option. Donc vous pouvez deviner à quel groupe de personnes ils appartiennent et qu'ils soutiennent. Mais dans l'ensemble, je pense que ce qui se passe en Géorgie est sans précédent. Si vous mettez de côté les querelles politiques, ce qui se passe en Géorgie est sans précédent, car nous n'aurions pas pu en parler il y a 15 ou 20 ans, et certainement pas depuis la dissolution de l'Union soviétique, lorsque la Géorgie est devenue indépendante. C'était une sorte de pression constante vers une politique étrangère pro-occidentale, n'est-ce pas? Eh bien, avec le retour de la multipolarité, n'oublions pas cela. Et avec ce déclin relatif, je ne dis pas déclin, mais une sorte de recul relatif des États-Unis par rapport à ce moment unipolaire et à l'unipolarité, j'ai été agréablement surpris de voir comment ce gouvernement actuel l'a immédiatement compris. Et ils ont vu que le changement global en politique, le retour de la géopolitique, si vous voulez, avait également été traduit, et la Géorgie devait s'adapter à ce changement global. Et c'est ce que nous voyons maintenant. Cela soulève donc à nouveau la question de savoir ce que fera la Russie face à ce changement dans la politique mondiale, dans la région. Et où se situe en tant que petit pays, vous savez, nous savons, d'après la littérature de base en relations internationales, que la Géorgie ne peut que soit s'aligner, soit équilibrer, trouver une sorte d'équilibre régional, ou ce que nous proposons essentiellement de l'Université d'État de Sukhumi, tout le concept du sous-Caucase du Sud comme un espace collectif indépendant avec l'Azerbaïdjan, la Géorgie et l'Arménie, agissant en quelque sorte comme des inviteurs de puissances régionales à venir, y compris l'Union européenne et les États-Unis. C'est tout le concept de 3 + 3 + 2 qui est en cours de développement pour transformer le pays en une sorte d'espace d'équilibre géopolitique, mais aussi pour gagner de l'argent grâce à des projets géoéconomiques. Donc cela est discuté en ce moment même en Géorgie, à l'Université d'État de Sukhumi. Ces nouveaux concepts, ces nouvelles perspectives théoriques émergent. Alors tout cela, pourquoi est-ce que je dis tout cela? Tout cela, tant du côté intellectuel que du côté politique, est sans précédent. Et en tant que Géorgien, je peux vous le dire. Parce que vous savez, quand j'ai quitté le pays, j'avais 15 ans.
C'était en 1995, et je me souviens de chaque jour, en gros, comment la Géorgie était, vous savez, instrumentalisée. D'abord, c'était ce grand espoir que là, vous savez, l'Union soviétique s'était effondrée, et les Américains venaient nous aider et nous sauver. Et donc, en partant du milieu universitaire à la politique jusqu'aux citoyens géorgiens ordinaires, tout le monde pensait que l'Occident venait à son secours. Donc cette perspective change. Et pour ceux qui ne comprennent pas, la région pourrait ignorer l'importance de cela. Mais je pense que si vous étudiez la région, si vous comprenez ce que la Géorgie traverse maintenant, je pense que vous réalisez à quel point ce changement est significatif, tant collectivement parlant, mentalement, que politiquement et géopolitiquement. La Géorgie est maintenant capable de se tailler cet espace. Et vous savez, j'appelle cela neutre, dans un sens analytique, lorsque vous ne rejoignez aucun camp. Mais Alexander, la grande question dans la salle est vraiment, quelle est la position de la Russie? Et mon observation est que la Russie, tant que la Géorgie ne devient pas un bastion ou peut-être une petite dague, la laisserait probablement tranquille. Mais comment voyez-vous l'approche russe face au développement dans le Caucase? Ce que les Russes, si vous parlez de Moscou officiel, vous savez, le gouvernement, les responsables là-bas, veulent à l'heure actuelle dans cette partie du Caucase du Sud, c'est la paix et le calme. Ils ne veulent pas d'une autre crise sur les bras ou à leurs frontières. Ils ne veulent certainement pas d'une révolution de couleur en Géorgie. Ils ne voudraient absolument pas voir Saakashvili ou quiconque associé à Saakashvili revenir au pouvoir. Gardez à l'esprit que Poutine, à un niveau personnel, déteste Saakashvili intensément. Je veux dire, il y a aussi une sorte d'animosité personnelle, mais ils veulent absolument voir une situation stable et paisible. Je pense qu'ils sont satisfaits de la situation actuelle. Et pour revenir à l'autre question, s'il y avait une tentative de révolution de couleur en Géorgie, ils préféreraient que cela ne se produise jamais. Ils ne voudraient pas particulièrement s'impliquer dans les affaires intérieures géorgiennes, car c'est une autre distraction. Il y a toutes sortes de choses à craindre avec la guerre en Ukraine et tout le reste. Mais si cela se produit, je pense qu'ils seront là. Je pense qu'ils feront tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'empêcher ce genre de régime de revenir. Je ne peux pas imaginer qu'ils enverront l'armée ou interféreront directement ou feront quoi que ce soit de ce genre. Mais ils fourniront des conseils au gouvernement. Ils fourniront des renseignements au gouvernement. Ils feront tout ce qu'ils peuvent à ce niveau, principalement pour maintenir la situation stable et non pour entraîner la Géorgie dans l'orbite russe. Je ne pense pas que ce soit une priorité pour les autorités à Moscou en ce moment. Maintenant, il y a une autre dimension à cela que je pense que les personnes qui ne sont pas familières avec la Russie trouvent probablement très difficile à comprendre. Pani, c'est que les Russes pensent réellement collectivement à la Géorgie et sans souci. Il est très difficile pour les étrangers de comprendre l'influence profonde que la Géorgie a culturellement en Russie. En tant que personne venue en Russie depuis l'Occident, j'en ai été stupéfait. I was astounded by it. But Georgian influence at many levels. Mais l'influence géorgienne à de nombreux niveaux est très omniprésente au sein de la société russe. Elle est également très imbriquée dans leur histoire. Et vous savez, en remontant jusqu'aux guerres napoléoniennes, l'un de leurs principaux généraux, par exemple, qui a combattu contre Napoléon et qui était à Borodino, était géorgien. Et il y a beaucoup d'autres Géorgiens qui font partie de leur histoire, et ils en sont conscients. C'est donc un pays qui intéresse les Russes ordinaires. Et ils ne voudraient pas non plus, à un niveau émotionnel, qu'ils s'éloignent et deviennent un pays hostile envers eux.
Ce serait comme un rejet, si vous voulez, d'une culture qui a influencé la culture russe de nombreuses manières très profondes. Influenced Russian culture in many very profound ways. I need to ask you a follow-up question and then... Je dois vous poser une question de suivi, puis revenir à l'Ashka. Il y a eu une guerre en 2008. Elle a duré 5 jours et elle est terminée depuis 2008. Qu'est-ce que c'est maintenant? 16 ans, 17 ans, n'est-ce pas? Pourquoi pensez-vous que la Russie n'a pas essayé de rétablir les liens davantage? Parce qu'ils ne sont toujours pas en bons termes. Pas de relation diplomatique entre les deux. Pourquoi la Russie n'a-t-elle pas essayé davantage de montrer, vous savez, de donner quelques avantages aux Géorgiens pour les séduire, et aussi signaler aux Ukrainiens, regardez, c'est ce que vous pourriez obtenir. Je me demande, c'est un tel cas modèle de comment vous pourriez rétablir des liens. Such a model case of how you could mend ties. Well, it is, but it would have meant. Eh bien, c'est le cas. Mais cela aurait signifié faire des concessions substantielles, je pense, à cette époque concernant l'Ossétie du Sud, ce que les Russes n'étaient pas prêts à faire. Ils avaient des choses beaucoup plus sérieuses, compliquées et importantes à considérer dans la période qui a suivi. Si nous revenons à cette époque, en 2008, ils venaient de régler la situation dans le Caucase du Nord, où il y avait eu cette guerre très longue et difficile contre les forces djihadistes et les séparatistes tchétchènes également. Ils devaient donc gérer tout cela. Il y avait de gros problèmes économiques qui ont suivi la crise financière de 2008, qui a profondément affecté la Russie. Puis il y a eu bien sûr la crise en Ukraine. Then there was, of course, the crisis in Ukraine. I think they just didn't have the time to think. Je pense qu'ils n'ont tout simplement pas eu le temps de penser à la Géorgie de cette manière. Après 2012, lorsque Saakashvili a perdu le pouvoir et que la situation en Géorgie a commencé à se stabiliser, je pense qu'ils ont estimé qu'il valait mieux la laisser tranquille. C'est calme, c'est stable. Nous avons beaucoup d'autres choses à nous préoccuper. Nous n'avons pas à nous inquiéter de la Géorgie pour le moment. Et laissons cela ainsi. Moscou est une capitale très différente de Washington. À Washington, il y a toujours des lobbies et des gens qui disent « Vous savez, nous devons intervenir, nous devons être impliqués, nous devons envoyer nos gens, nous devons proposer des programmes d'aide et faire des choses comme ça. » Moscou n'est pas comme ça. C'est beaucoup plus tourné vers l'intérieur, d'une certaine manière. Il n'a pas l'appareil, la machinerie, les think tanks, les universités, et tout cela que l'on trouve en Occident pour défendre des politiques pour la Géorgie et d'autres endroits et essayer de faire ce genre de choses. Donc je pense, comme je l'ai dit, que les Russes avaient simplement d'autres choses à penser, comme les relations avec la Chine, le développement des BRICS et faire toutes ces sortes de choses. Je ne pense tout simplement pas qu'ils aient la capacité de se dire « Eh bien, comment allons-nous résoudre le problème de la Géorgie? Que allons-nous faire à propos de l'Ossétie du Sud? Que allons-nous faire à propos de l'Abkhazie? Comment allons-nous résoudre ce problème particulier? » Ils n'étaient tout simplement pas prêts à y consacrer le temps et l'attention que le problème nécessitait. Et qu'en est-il de la Géorgie, de la Russie? Je veux dire, quelle est l'ampleur de l'appétit au sein de la société géorgienne pour rétablir les liens avec la Russie et en quelque sorte changer de politique envers l'Ossétie du Sud? Quel est le sentiment là-bas? La majorité veut-elle continuer dans la voie actuelle et n'avoir essentiellement aucune relation? Eh bien, c'est très intéressant. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec la façon dont tout cet aspect culturel a été politisé et utilisé comme une arme. Je crois profondément que, si on leur en donne la chance, la société géorgienne s'entendra bien avec l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud et vice-versa, c'est-à-dire s'entendre avec eux en tant que quoi? Indépendant.
Il n'y a pas de haine ethnocentrique en Géorgie contre les Abkhazes ou les Ossètes du Sud. C'était un conflit politiquement motivé, géopolitiquement motivé. Et je pense qu'il y a eu une tentative de transformer cela en une haine ethnique, vous savez, parmi les peuples caucasiens, dans ce cas les Géorgiens, les Ossètes et les Abkhazes. Mais je crois profondément, et les experts en Géorgie me rejoignent en quelque sorte là-dessus, que si on en a l'occasion, à la fois politiquement et culturellement, un effort sera fait pour se réconcilier. Parce que l'Abkhazie, et je ne vais pas entrer dans l'histoire ici maintenant, mais l'Ossétie du Sud et la Géorgie ont été historiquement ensemble. Oui, il y a eu des problèmes avec l'Ossétie du Sud il y a quelque temps, mais ils se sont entendus grâce aux affaires, au commerce, aux liens politiques, aux liens culturels et aux liens économiques. Donc principalement, je pense que la société géorgienne comprend que c'est un problème motivé politiquement. Je dirais que c'est motivé politiquement principalement pour des raisons géopolitiques, principalement parce que la Russie, en remontant dans l'histoire ici, depuis le 19e siècle, a toujours ressenti, la Russie tsariste puis la Russie soviétique, que l'Occident cherchait à nuire à la Russie. Et il y a des preuves pour soutenir cela. Partant de sa périphérie occidentale jusqu'à la mer Noire, puis le Caucase central et sud, l'Asie centrale, la région du Caucase sud, la région de la mer Noire, cela a toujours été une sorte de ventre stratégique vulnérable de la Russie. Pour mentionner un livre du professeur Mamoulia, je ne me souviens pas de son prénom maintenant, je pense qu'il a coécrit ce livre avec son collègue du Japon. C'est un excellent livre et il parle de la façon dont le Japon, ce pays asiatique éloigné, s'alignait avec les Géorgiens contre la Russie tsariste puis la Russie soviétique. Donc vous savez, il y a toujours eu cette dynamique où d'abord l'Angleterre, vous savez la Grande-Bretagne, n'a jamais accepté la Russie. Et le livre récent qui est sorti sur la guerre de Crimée, bien que je ne me souvienne pas du nom de l'auteur, également un excellent livre, parle de la façon dont, sur une base religieuse, le christianisme latin détestait le christianisme orthodoxe, oriental, et les considérait comme des barbares. Il y avait une littérature volumineuse qui parle des dynamiques culturelles, des dynamiques religieuses et de la géopolitique, de la manière dont l'Occident voulait essentiellement garder la Russie sous son joug, en utilisant spécifiquement ces régions. Dans une certaine mesure, cela se répète et se déroule sous nos yeux. Maintenant, en utilisant, vous savez évidemment l'Ukraine, et puis en essayant de maintenir son emprise dans le Caucase du Sud, l'Occident essaye de faire la même chose. Vous savez, et puis je ne veux pas entrer dans toute cette machinerie, vous savez, la géopolitique, mais je pense que c'est au cœur. Nous pourrions peut-être faire une autre émission là-dessus, mais je pense que c'est au cœur de la façon d'affaiblir et de contrôler la Russie. Et ils n'ont tout simplement pas réussi. C'est essentiellement le fait. Ils n'ont tout simplement pas réussi. La Russie, si tant est qu'elle ait implosé, l'a fait lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, à cause des trahisons de l'élite et ainsi de suite. Pas entièrement, évidemment, l'Occident a aidé. Mais ce qui se passe maintenant, c'est cette instrumentalisation de ces proxys. L'Ukraine, la Géorgie. Et d'ailleurs, la Géorgie, nous le savons tous, a très habilement évité le même sort qui a frappé l'Ukraine, bien qu'elle soit passée très près en 2008 d'être essentiellement finie en tant qu'État. Et personne n'en parle plus en Occident. Mais je suis content que nous le fassions juste pour diffuser quelques faits pour ceux qui s'intéressent à la région.
Mais pour revenir à votre question initiale, Pascal, oui, je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement déterminé, qu'il doit y avoir un conflit entre les Abkhazes et les Ossètes du Sud. Et maintenant, avec cette politique pragmatique que le GD mène, cela est en quelque sorte mis en avant, tout ce point de la possibilité que si vous travaillez avec Moscou, il pourrait y avoir une réciprocité de Moscou où ils aideront la Géorgie avec l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Maintenant, je dois être très prudent ici. Aider n'est probablement pas le bon mot, mais l'idée qu'une sorte de conversation peut être entamée sur la restauration légitime de l'intégrité territoriale de la Géorgie avec Moscou, ce qui est l'ironie, n'est-ce pas? Surprise, surprise. Ce n'est pas l'Occident ou Washington ou Bruxelles. Cela revient à Moscou, n'est-ce pas? Ce qui historiquement est toujours arrivé à la Géorgie. Donc maintenant, à la suite de cette politique pragmatique, il y a un grand point d'interrogation. Cela entraînera-t-il le début de la conversation qui aurait pu commencer, disent de nombreux experts, au début des années 90, lorsque ces deux guerres séparatistes ont commencé? C'est donc une question très importante, une dynamique qui implique à la fois des aspects culturels et, à mon avis, évidemment, l'aspect géopolitique de la situation. Si, Alexandre, la Géorgie parvenait d'une manière ou d'une autre à signaler à la Russie: regardez, nous n'allons pas vous rejoindre. Nous ne rétablissons peut-être même pas les relations avec vous, mais nous nous assurons de ne pas devenir un rempart contre vous. Nous devenons un tampon géopolitique, une zone neutre. Pensez-vous que les Russes seraient alors plus enclins à entamer un processus de réconciliation? Je pense que si la Géorgie allait au-delà et disait « Nous voulons un processus de réconciliation », je pense que les Russes l'accueilleraient favorablement. Parce qu'encore une fois, il y a la dimension culturelle dont j'ai parlé. Cela résonnerait avec la société russe, le fait que cette connexion avec la Géorgie soit rétablie. Et c'est important. D'ailleurs, il y a une très grande diaspora géorgienne en Russie, qui a sa propre influence au sein de la Russie également, et nous ne devrions pas la sous-estimer. Donc je pense que les Russes accueilleraient favorablement des démarches de la Géorgie pour chercher une sorte de réconciliation et une sorte de stabilisation de la situation dans le Caucase du Sud. Je pense que les Russes en seraient très satisfaits. Si la Géorgie faisait quelque chose d'un peu moins que cela et disait « Eh bien, regardez, nous ne pouvons pas aller à fond pour la réconciliation parce qu'il y a encore cette question non résolue de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. Et il y a d'autres problèmes entre nous aussi. Mais nous n'allons pas nous aligner avec l'Occident. » Je pense que les Russes pourraient vivre avec cela aussi. Le problème avec cette dernière option est qu'elle est instable. C'est une invitation, si vous voulez, pour l'Occident à intervenir. Car ce qu'ils diront, c'est que si la Géorgie ne s'aligne ni avec l'Occident, ni avec les Russes, cela doit signifier qu'elle est mûre pour être récupérée. Ce que nous pouvons faire, c'est essayer de la ramener dans notre sphère d'influence, ce que nous avons essentiellement observé au cours des derniers mois. Et puis, bien sûr, tous les problèmes, toutes les tensions dont nous avons parlé recommenceront. Puis-je faire une petite observation rapide? Si, bien sûr, le gouvernement géorgien vient présenter des excuses à l'Ossétie du Sud pour les événements de 2008, les Européens et les Américains n'apprécieront pas du tout cela. Et ils n'apprécieront pas cela pour une raison très spécifique, qui est bien sûr que la guerre de 2008, ou du moins l'interprétation, le récit que l'Occident a de la guerre de 2008 est qu'il s'agissait d'une guerre d'agression de la Russie contre la Géorgie. Ce récit aurait été remis en question par le gouvernement géorgien lui-même.
Et ce récit de l'agression russe envers la Géorgie est très important pour façonner également le récit occidental sur la guerre actuelle en Ukraine. Si la guerre de 2008 n'était pas une agression russe pure et simple, s'il y avait une certaine responsabilité du côté occidental et géorgien, du côté de Saakachvili, alors bien sûr cela pourrait soulever des questions sur le conflit en Ukraine et sur le fait que, vous savez, il s'agit réellement d'un cas d'agression aussi simple que certains en Occident veulent le dire. Donc c'est en fait intéressant, c'est passionnant ce dont on parle en Géorgie. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Cela ne sera pas bien accueilli en Occident. Ce qui est déprimant dans cette situation, c'est que les faits sont très clairs. L'UA Forward a commandé un rapport rédigé et dirigé par une diplomate suisse, Heidi Tagliavini, qui a déclaré de manière indépendante que non, les premiers tirs ont été effectués par le côté géorgien. C'est Saakachvili qui a dit « En gros, je vais tenter ma chance. Nous savons que c'est clair. » Mais le problème est que le récit ne se soucie pas des faits. La question devient alors, le récit est-il une partie existentielle de la pensée sécuritaire d'un côté? Parce que si c'est le cas, alors ils seront prêts à faire de grands efforts pour le protéger. D'accord. Et peut-être encore, Alexandre, et puis nous devons déjà commencer à conclure. Mais jusqu'où pensez-vous que l'Occident est prêt à aller pour protéger ce récit? Ils iront très loin en effet, parce que le récit façonne leur politique. Et encore une fois, revenons au point précédent que nous évoquions. Je veux dire, il y a à la fois du cynisme et de la sincérité, à la fois en même temps. Le rapport Tagliavini, tout le monde dans l'UQOMEN le connaît, tout le monde arrête d'en parler. Il a été effacé de la mémoire. Les gens ne veulent pas reconnaître qu'il existe. Et le point est que vous ne voulez pas que le récit, qui est cette construction, une construction fictive à bien des égards, soit remis en question dans n'importe quelle partie. Parce que lorsque vous créez une construction fictive, si une partie commence à s'effondrer, cela affaiblit toute la structure. Donc, d'un point de vue occidental, c'est presque un acte révolutionnaire lorsqu'un gouvernement géorgien arrive et dit « Eh bien, en fait, ce n'était pas entièrement les Russes qui étaient à blâmer. Notre camp, vous savez, Saakachvili et des gens comme ça, ont également joué un rôle. L'Occident n'aimera pas du tout cela. Ils se sentiront menacés par cela. Et ils diront que la seule raison pour laquelle ils disent cela en Géorgie maintenant, c'est parce qu'ils sont complètement passés du côté des Russes. Ce sont les Russes qui les ont fait dire cela. Donc, comme je l'ai dit, ce sont des temps très intéressants, des temps importants pour la Géorgie. Et si vous voulez, une déclaration d'indépendance pour la Géorgie, d'une autre sorte, contre l'Occident, et ses récits également. Je vais vous demander à tous les deux de faire des déclarations finales d'1 minute. D'abord Lasha, puis Alexander. Oui, c'est exact. Une description et une analyse si précise de ce qui se passe. Je vais simplement ajouter que c'est essentiellement une situation aussi dangereuse que celle à laquelle GD est confronté. S'ils restent fidèles à leurs principes et comprennent politiquement le jeu, et réussissent dans ce jeu, ils pourraient très bien finir par être le gouvernement qui a essentiellement brisé les mythes qui n'ont pas vraiment apporté grand-chose à la Géorgie. Il n'y a toujours pas d'industrialisation en Géorgie. Toutes ces politiques néolibérales basées sur le marché ne produisent pas grand-chose. La pauvreté est toujours endémique. Le gouvernement de Georgian Dream est essentiellement confronté à ce qu'il a hérité et à ce qu'il a fait, ce qu'il peut essentiellement faire à ce stade, même s'il reste encore beaucoup à faire et qu'il y a de nombreuses erreurs en cours de route. Mais dans l'ensemble, géopolitiquement, en termes d'ouverture d'un nouveau chapitre, ils sont à la tête de ce processus qui a commencé,
et la façon dont ils le termineront dépend probablement, dans une certaine mesure, d'eux s'ils sont intelligents à ce sujet, s'ils mènent une politique astucieuse. Et ils finiront par être connus comme le gouvernement qui, grâce à la stabilité, a évité des guerres, une autre sorte de série de guerres, et en même temps a réussi à briser fondamentalement tout ce récit qui émanait de Washington depuis 30 ans. Et ils l'auront fait essentiellement en disant que la Géorgie restera un pays pro-occidental. Si vous pouvez simplement prendre du recul un instant et nous laisser essentiellement survivre par nous-mêmes, nous vous enlèverons ce casse-tête si vous y réfléchissez, ce que Washington essaye toujours de faire en quelque sorte, en franchissant ses portes ouvertes. Et cela a vraiment été contradictoire jusqu'à présent. Et Georgian Dream peut vraiment dire, regardez, il n'y a pas besoin de cela. Nous restons pro-occidentaux. Nous ne voulons pas que l'aspect sécuritaire émane du Caucase du Sud et sorte de la Géorgie contre la Russie. Nous devons arrêter la menace sécuritaire telle que la Russie l'aperçoit depuis la Géorgie. Et si vous nous aidez avec cela, tant mieux. Sinon, nous allons survivre dans la région en nous basant sur des principes géopolitiques de base. Et si cela se produit, alors je pense qu'ils auront un avenir prometteur. C'est juste qu'ils doivent en quelque sorte surmonter, vous savez, cette période électorale, et évidemment ils doivent travailler avec l'Occident et avec Bruxelles, et évidemment avec les voisins régionaux. Mais je pense que ce sera le premier gouvernement qui aura réellement la chance d'y parvenir. Et je pense que ça va être très significatif et un changement de donne. La question devient alors, l'Occident a-t-il en quelque sorte abandonné la Géorgie, laissé tomber la balle en Géorgie, et l'Occident a-t-il vraiment, avec son approche autoritaire, essentiellement échoué à gérer, vous savez, à la fois la politique intérieure et régionale vis-à-vis de la Géorgie? Alexander, avez-vous des remarques finales à ce sujet? Je serais absolument d'accord. Si tous ces problèmes peuvent être débloqués afin que nous puissions réellement avoir du commerce, des affaires et des investissements de la Russie et des autres BRICS, alors ça pourrait être un tournant absolu pour la Géorgie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et comme je l'ai dit, pour revenir à ce que j'ai mentionné, en Russie, les gens s'intéressent à la Géorgie. C'est un endroit attrayant pour eux, de tous points de vue. Donc, la Géorgie, un pays très ancien, comme tout Grec le sait, fait partie de notre histoire, remontant jusqu'à l'Antiquité. Elle a toujours montré une incroyable compétence dans la gestion de ses affaires, dans cette région très difficile et complexe qui est le Caucase. Elle a toujours réussi à le faire. La meilleure chose qui puisse arriver est de simplement les laisser tranquilles. Nous, en Occident, devrions simplement les laisser tranquilles et ils s'en sortiront et prospéreront. Ils ont de nombreuses bonnes opportunités pour le faire. Ils ont toutes les chances de réussir. Je pense qu'ils sont maintenant à ce point où ils ont acquis ce niveau de stabilité. Les choses, d'après ce que je comprends en Géorgie, fonctionnent mieux qu'avant. Laissez-les simplement régler leurs problèmes, établir leurs relations dans leur région avec les Ossètes du Sud, les Abkhazes, les Russes et toutes les autres nations du Caucase. Travailler avec les États BRICS, les gens en Chine et tout cela, et l'avenir de la Géorgie pourrait effectivement être prometteur. Et cela serait bénéfique pour l'Occident, parce qu'en fin de compte, quel que soit le jeu que nous pensons jouer dans le Caucase, cela ne profitera ni aux Géorgiens, ni à nous. C'est une région où nous ne sommes pas vraiment en position de force pour projeter le pouvoir occidental de la manière dont nous aimons fantasmer que nous le pouvons. Nous bénéficions donc de la stabilité et de la prospérité dans cette partie du monde, tout autant que les Russes, les Chinois et tous les autres. Et les Géorgiens, bien sûr, en bénéficient le plus.
Very wise words. Peace and stability. Des mots très sages. La paix et la stabilité sont bénéfiques pour les gens. Qui l'aurait cru? C'est juste difficile de vendre cela à ceux qui pensent que les armes sont le chemin vers la paix. Mais c'est une discussion pour une autre fois. László Kasarazi et Alexander Mercouris, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Thank you very much for your time today. Merci beaucoup, Pascal. Pascal. Si vous appréciez Lasny Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.